Dire que les décisions du gouvernement des derniers mois n'ont pas été favorables aux céréaliers est très en dessous de la réalité. Oui, les céréaliers sont un peu sonnés par une réforme de la PAC qui leur paraît inique. Mais ce n'est pas pour autant que nous baissons les bras. Nous voulons rebondir et nous appelons pour cela à un sursaut de compétitivité qui nous permette de rester dans la course et de gagner. Alors, commençons par la réforme de la PAC. Dans cette réforme, en effet, il n'a pas été tenu compte du défi alimentaire mondial, de la contribution de l'agriculture à l'économie de notre pays et l'apport spécifique des céréales et des oléoprotéagineux apparaît comme une considération bien secondaire et pour certains d'un autre âge. Seuls semblent vraiment compter l'herbe extensive et la prairie permanente. Est-il encore légitime à notre époque que la PAC version française se préoccupe des exploitations céréalières, si ce n'est surtout pour y puiser des moyens pour les transférer ailleurs? Allons donc avec les prix qu'ils ont. Eh bien, on voit aujourd'hui ce qu'il en est. 25 à 30% de baisse de prix en un an. Et quant aux revenus des grandes cultures, en 2013, ils sont en dessous de la moyenne nationale de toute production confondue. Mais cette réforme de la PAC, tout n'est pas encore arrêté, nous l'espérons, Monsieur le Ministre. Alors, pour 2015 et 2016, le gouvernement a effectivement décidé une redistribution à 5 puis à 10% de l'enveloppe totale. Ensuite, il y aura l'évaluation à mi-parcours. Eh bien, Monsieur le Ministre, pour nous, il faudra s'en tenir là. 10%, c'est un maximum et ne pas aller au-delà. « 125 hectares de surface moyenne pour les exploitations en céréales et oléoprotéagineux. Nous n'avons pas affaire là à de grosses exploitations comme on voudrait le faire croire. Et si, dans les vastes territoires de nos zones intermédiaires, à faible potentiel, la surface peut atteindre 250 hectares, c'est tout simplement parce que les rendements y sont faibles. Alors, pourquoi pénaliser de telles exploitations avec des aides qui ont des aides historiques à 230 € l'hectare, déjà inférieures à la moyenne nationale? En toute logique, avec la convergence, elles auraient dû voir leur soutien relevé et remonter à 280 € l'hectare. Eh bien non. Ce soutien, il baisse à 180 €, et ça, Monsieur le Ministre, ce n'est pas normal. Alors, il faut, Monsieur le Ministre, que ces exploitations puissent bénéficier, dans le cadre du deuxième pilier, d'une mesure agro-environnementale qui reconnaisse les pratiques agronomiques et spécifiques de ces régions. Une MAE zone intermédiaire, mais une MAE réaliste. Et puis, sans vouloir aborder tous les sujets de la PAC réformée, je voudrais m'arrêter quelques instants sur une question de verdissement. Une réponse adaptée semble devoir être apportée aux exploitations maïs spécialisées dans la pratique du mulching. Et c'est une bonne nouvelle. Encore faut-il que cette proposition soit maintenant confirmée et par vos services et par la Commission. C'est très important, Monsieur le Ministre. Reste la question décisive des 5% obligatoires en surface d'intérêt écologique, les fameux SIE. Il existe aujourd'hui en France des éléments topographiques aux effets bénéfiques reconnus, tels que les haies et les bordures de bois. Il n'est pour nous pas compréhensible que la Commission ne les retienne que pour des surfaces équivalentes, aujourd'hui ou demain divisées par 13, au risque de voir supprimer toutes ces haies laborieusement plantées depuis plusieurs années. Il faut, Monsieur le Ministre, vous battre pour retrouver ces équivalences, notamment sur les haies et les bordures de bois. C'est important. Ensuite, quant aux cultures intermédiaires, notamment les fameux SIPAN, l'Europe prévoit leur prise en compte au titre des SIE pour 30% de leur surface. C'est une voie aussi qui nous paraît intéressante et complémentaire. Et nous attendons impatiemment
que la France, Monsieur le ministre, retienne cette option nouvelle. Mais, surtout, ne rajoutons pas de ces contraintes prohibitives dont nous avons le secret en France. J'en viens maintenant à notre plan de compétitivité et grande culture. Nos propositions, Monsieur le ministre, aujourd'hui, elles se veulent immédiates, opérationnelles, accessibles et aussi symboliques. Je me cantonnerai ici à quelques-unes d'entre elles pour ne pas alourdir mon propos. Pour produire plus et produire mieux, il y a en tout premier lieu la question des moyens de production. Nous devons pouvoir disposer librement, mais de manière responsable, voire contractuelle, des moyens de production nécessaires. Vous devez faire confiance aux producteurs, Monsieur le ministre, plutôt que lui imposer des contraintes administrées. Nous disposons pour cela d'outils d'aide à la décision, les fameux OAD. Mis au point par nos instituts, il convient désormais d'en généraliser l'emploi. Ils permettent tout à la fois de produire plus, tout en diminuant l'empreinte environnementale. Et puis n'en rajoutons plus. N'en rajoutons plus à la première occasion. Que penser de cette nouvelle contrainte touchant l'utilisation d'engrais sur les terrains en pente? Absurde et ingérable, tant pour l'agriculteur que d'ailleurs pour l'administration. Monsieur le ministre, nous n'accepterons jamais que ces hectares ne puissent être normalement fertilisés et donc redeviennent de la jachère. Enfin, une agriculture performante exige de tout bon agronome de se préoccuper de la santé des plantes. Aussi, cessons ces suppressions insuffisamment raisonnées de molécules qui nous conduisent à des impasses techniques. Mais produire mieux, c'est aussi répondre aux exigences de nos clients, de tous nos clients, sur le marché intérieur comme à l'exportation. Il est signé, dans le cadre d'Interséal, un accord interprofessionnel unanime qui fera date dans la filière pour consolider le taux de protéines de nos blés. C'est là une avancée considérable. Nous vous avons transmis cet accord pour que vous procédiez à son extension. Il est essentiel que votre décision intervienne sans délai. Nos productions sont par ailleurs soumises à des aléas croissants dus au climat ou à la volatilité des marchés. La PAC n'offre malheureusement plus de protection consistante en ces matières. Mais pour l'immédiat, il convient de s'appuyer sur le développement déjà acquis de l'assurance climatique qui, en grande culture, atteint déjà 30% des surfaces, chiffre qui, demain, pourrait être porté à 70%. L'enveloppe affectée doit en être fixée au niveau approprié. De plus, les seuils et les franchises doivent en être revus et le coût final pour les producteurs maîtrisé. Donnons une véritable portée au dispositif d'auto-assurance que constitue la dotation pour aléas, la fameuse DPA. Et malgré une amélioration récente, cette mesure intelligente ne connaît aucun développement car on s'est ingénié à vider le dispositif de son objet. La loi d'avenir aurait une toute autre portée si elle s'était attelée à de tels enjeux. J'aurais beaucoup de choses aussi à dire sur le foncier, sur les structures, sur le régime des sociétés, sur l'assolement en commun. J'en aurai aussi sur la recherche et l'innovation qui font défaut. Et cette surprenante proposition de loi concernant le maïs OGM. Déclarée irrecevable par une majorité de sénateurs, perturbée par la conduite de ce dossier. Nous déplorons cette gestion chaotique. Bref, il reste beaucoup à faire dans cette quête indispensable de compétitivité que l'on ne retrouve pas dans la loi d'avenir à ce stade. J'évoquerai simplement au passage d'autres questions qui peuvent paraître plus éloignées, alors qu'elles sont déterminantes pour les producteurs parce qu'elles affectent directement les prix qui lui sont payés. Je pense à tout ce qui touche à la logistique, au transport. Je terminerai par un dernier aspect qui nous concerne. La méthanisation peut constituer un élément de stabilité pour nombre d'exploitations céréalières, polyculture élevage, autant que d'élevage. Pour fonctionner régulièrement, un méthaniseur doit associer des produits et coproduits végétaux
issus d'exploitations céréalières et des déjections animales issues d'ateliers d'élevage. Ouvrez grande la porte à de telles associations, à l'imagination et à l'initiative, y compris pour des cultures intermédiaires énergétiques dédiées, plutôt que de tout verrouiller. Pour terminer, je voudrais revenir un instant sur l'élevage. Cela concerne bien entendu les élevages granivores, de porcs, de volailles, mais aussi de bovins laits. Nous sommes attentifs aux évolutions de ces secteurs, à certaines pertes de compétitivité et à l'érosion de parts de marché. Il y a un enjeu déterminant, régional et national pour les filières animales, certes, mais aussi pour nos filières céréales, oléagineuses et protéagineuses qui les approvisionnent largement. Nous sommes prêts en ces matières à des démarches novatrices de filières, non pour vendre nos produits en dessous du prix de marché, comme certains ont pu l'imaginer. Nous savons que de tels systèmes ne durent pas longtemps, mais pour construire réellement une démarche de filière sur des bases innovantes et en s'appuyant sur les outils financiers que nos filières céréalières et oléoprotéagineuses ont su mettre en place.